Merci beaucoup d'être présent et d'être présent pour les connecter. Donc pour rappel, là on va avoir un atelier d'une trentaine de minutes qui s'appelle « Quand les neurosciences rencontrent le commerce ». Je vais rentrer dans le détail. C'est juste pour préciser que sur l'interface de la plateforme, vous pouvez poser vos questions. Alors, on les posera à la fin, mais on va garder du temps pour les questions et réponses. Donc n'hésitez pas à utiliser la plateforme. Toutes les questions m'arrivent ici, moi. Donc tout à l'heure pour le premier atelier, on a pu poser toutes les questions. Donc n'hésitez pas à en poser pour cet atelier-là tout au long, mais on les posera à la fin. Voilà. Donc ce deuxième atelier, je suis accompagné de Louis-Clément Schiltz, CEO fondateur de WeBotIt. Merci de me recevoir. Un des premiers gagnants du Trophée de l'Innovation CB en date. Ouais, c'était en 2018 à Viva Technologies à l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, tu es là pour nous parler d'une expérimentation itérative, celle qui est de l'utilisation, de l'optimisation du canal de vente et donc du paiement, du taux de transformation par utilisation. Alors toi, ton savoir-faire, c'est chatbot, mais là, on va parler de neurosciences, donc neurolinguistique appliquée au commerce. C'est ça? Tout à fait, dans le contexte de la bijouterie joaillerie, si vous avez des cadeaux de Noël à faire, la période s'y prête. Voilà. Donc on va pouvoir switcher sur les slides et puis on va commencer. Voilà, très bien, parfait, super. Alors, l'idée, c'est vraiment, on va vous présenter les objectifs, mais c'est vraiment on va parler de chatbot, on va parler acquisition de nouveaux clients, et on va parler quand même aussi des spécificités de la joaillerie, enfin de l'horlogerie, bijouterie, qui ne sont pas des achats compulsifs ou impulsifs. Donc c'est vraiment voilà, c'est comment les chatbots aussi peuvent s'adapter au profil du commerçant et à ses clients. Tout à fait. L'idée initiale, peut-être, c'était de se dire que lorsque vous allez dans un magasin, dans une bijouterie, vous allez avoir du conseil et de l'accompagnement. Lorsque vous voulez acheter des bijoux sur Internet, vous êtes livré à vous-même. Et donc, du coup, on a regardé comment est-ce qu'on peut apporter des conseils, mais aussi comment formuler ces conseils pour avoir le meilleur impact possible en termes de conversion. Je vous propose de suivre l'agenda suivant. Donc, on va d'abord présenter quelques éléments de contexte. Puis après, une petite vidéo qui va vous résumer le projet. Puis on vous le détaillera plus précisément. Enfin, un volet sur la psycholinguistique. Et on va vous montrer qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement. Et enfin, on terminera par la conclusion de cette expérimentation encore en cours. Donc, il faut... C'est moi. Regarde. Parfait. C'est moi qui pousse le bouton. Tu peux me taper sur l'épaule. Parfait. En termes de contexte, je ne vous apprendrai pas que le Covid-19 a plutôt bien aidé les e-commerçants, avec un fort report sur le e-commerce, plus 5,8% de transactions sur l'année 2020, plus 17 400 sites e-commerce nouvellement arrivés sur le marché. Il y en avait à peu près 200 000 avant le Covid, donc vous voyez que ça fait quasiment 10% en plus, au moins. Et donc un fort report sur le digital, mais ça signifie aussi un besoin d'accompagnement toujours plus important des clients en ligne, puisque parfois ils avaient plutôt l'habitude d'être accompagnés en magasin. Concernant les consommateurs, on voit aussi que les habitudes ont évolué, vos habitudes ont peut-être également évolué, de nouveaux canaux s'ouvrent, de nouvelles méthodes d'achat s'ouvrent également. On a vu également l'arrivée du live shopping, vous pouvez faire une visio avec votre site e-commerce. Nous, ce qu'on permet, c'est plutôt de mettre de l'IA pour arriver à faire ça à l'échelle, puisque si vous avez 100 000 personnes connectées sur votre site en même temps, ça va être compliqué de mettre 100 000 répondants en visio, bien entendu. C'est vrai que c'est étrange de parler de contexte favorable avec le Covid, mais il y a eu un shift des usages. On l'a bien vu, de toute façon les chiffres ont déjà été, je pense, évoqués ce matin lors de la plénière, mais en volume, on était à moins 10% avant 2020. Maintenant, sur le e-commerce, on est à près de 13%, 13,6 je crois, des transactions, et en nombre, on est au-delà des 25%. Donc on est vraiment sur le e-commerce qui a été adopté, ou en tout cas encore plus adopté, comme le sans contact d'ailleurs. Et puis ce besoin de lien avec le commerçant. Aujourd'hui même, on parle de plus en plus de personal shopper, donc les chatbots peuvent aussi être accompagnants dans cette démarche. C'est ça. Et donc l'idée, c'est pas simplement de faire du chatbot pour du chatbot, mais d'arriver à fournir le meilleur discours possible. Et le meilleur discours, il va peut-être être différent pour vous et pour moi, ou pour Romain et pour moi. On va peut-être pas être sensible aux mêmes choses. Et donc ce qu'on s'intéresse à voir dans cette expérimentation, c'est comment adapter le discours permet d'améliorer la transformation. Je passe à la vidéo, c'est ça? C'est parti. Il faut peut-être 2 clics. Il y a encore une petite... Tu veux ça? Donc, un rapide rappel des points forts et des points faibles des différents canaux. En e-commerce, vous avez potentiellement un catalogue infini. En retail, bien sûr, vous êtes limité à l'assortiment disponible. Il faut savoir qu'on met aussi des chatbots dans les magasins, d'où pour faire des extensions de gamme. Le e-commerce va être disponible 24/7 pour que vous puissiez acheter.
En magasin, bien sûr, vous êtes dépendant des horaires d'ouverture. Sur le web, vous devez trouver vous-même le produit via des guides d'achat, des tutos, des influenceurs, que sais-je. Là où en magasin, on va vous accompagner. Donc là, un peu la mission de WeBotIt, c'est d'arriver à amener le meilleur des deux mondes. Dans les points de vente, on amène du conseil et de l'information produit. Sur le web, on apporte des conseils que vous n'avez pas autrement. Et maintenant, on peut passer aux acteurs du projet. Voilà. Donc pour rappel, sur cet expériment terrain, il y avait 3 acteurs. Alors, le lab, j'ai déjà présenté tout à l'heure, mais rapidement, nous, on a été créé en 2017 pour faire de l'open innovation avec donc, les banques CB, les commerçants CB, les industriels, les startups, mais aussi les écoles, les chercheurs, pour pouvoir tester des nouveaux parcours clients sur le terrain, l'évolution de la carte, l'évolution du terminal, mais surtout les nouveaux parcours clients avec ou pas de nouvelles technologies. Bien sûr, WeBotIt, donc déjà gagnant du trophée de l'innovation CB, mais aussi une enseigne. Voilà. Ça fait donc WeBotIt, ça fait 5 ans qu'on existe sur le commerce conversationnel, donc des chatbots avec des produits du paiement, pour faire très simple. La Maison Lepage, pour vous dire quelques mots sur eux, ils auraient bien aimé être présents, mais c'est la semaine du Black Friday, donc en tant qu'e-commerçants, ils étaient bien occupés. C'est une maison qui va fêter ses 100 ans en 2022. C'était les pionniers sur le e-commerce dans leur secteur d'activité en France. Ils sont lancés en 2010. Leur premier concurrent est arrivé en 2014, donc ils étaient vraiment très innovants pour leur marché. Ils faisaient, avant le Covid, un peu moins de 3 millions de CA sur le e-commerce. Ils font plus de 5 millions aujourd'hui, donc ils se développent très bien. Et ils sont toujours à la recherche de différentes innovations pour rester en avance sur leurs concurrents. Et ils travaillent énormément les notions de parcours client, d'expérience client. C'est aussi pour ça, je pense, qu'ils étaient très intéressés pour participer avec nous à cette expérimentation. Oui, c'est un commerçant dont les magasins marchent très bien et qui voulait vraiment tester l'innovation en e-commerce. C'est ça. Et maintenant, on va passer à la présentation en images. Vous avez eu un résumé en quelques slides de ce qu'on a fait. Concrètement, si jamais vous voulez le tester, vous allez avoir un QR code qui va s'apparaître pour pouvoir tester par vous-même l'expérience. L'idée, c'est qu'on s'est placé sur les pages de catégories, donc des différents bijoux. Vous regardez toutes les bagues disponibles. On part du principe que si vous avez scrollé, donc vous descendez la page, c'est qu'à un moment, potentiellement, vous n'avez pas trouvé votre bonheur. Et donc, c'est là on va vous proposer le service. L'idée, c'est d'arriver à voir en fonction des clics réalisés par les utilisateurs et des différents parcours qu'ils vont choisir, d'en déterminer un profil et d'arriver à adapter le discours à ce profil. Donc c'est par exemple si vous êtes quelqu'un qui a besoin plutôt d'être inspiré, on vous parler avec des termes de l'émotion, on y reviendra. Alors que si vous êtes quelqu'un de très cartésien, on va être beaucoup plus direct et vous amener le plus rapidement possible à un produit. Donc l'idée, c'est vraiment d'adapter non seulement le discours, mais aussi le parcours client en fonction de la personne qu'on a en face. Et ça, on le détermine en fonction de son comportement sur le service qu'on lui propose. Alors, on avait déjà testé avec WeBotIt et avec d'autres d'ailleurs, le paiement dans une discussion, le paiement par chatbot. Là, on va aussi dans l'utilisation de la création de profils pour comment, de façon non invasive, c'est toujours très important, de façon non invasive, essayer d'adapter le parcours du client aux data qu'on peut identifier de son parcours sur sa volonté, sur ce qu'il cherche à faire. Et encore une fois, en joaillerie, il y a un achat très réfléchi qui est fait. Donc, il y a cet accompagnement qui doit être fait et comment on le fait bien à distance. Donc, en gros, est-ce que
qu'une analyse plus poussée permet de faire quelque chose. Tu as utilisé les termes psycholinguistiques, on a utilisé les termes neurolinguistiques, on a utilisé neuropsychologie. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ce que ça veut dire appliqué au parcours par rapport à un chatbot avec des choix en arborescence. Hein. Est-ce que vous voulez A, B, C ou D? Là, c'est pas exactement ce qui a été fait. Tout à fait. Alors peut-être un point important, c'est qu'on a une approche privacy by design, donc c'est-à-dire qu'on ne collecte aucune donnée personnelle pour fournir le service. Parmi les enjeux, avant d'entrer plus dans la psycholinguistique, c'est donc pour Lepage, c'est toujours tester de nouvelles choses. Et ils étaient assez séduits par l'expérience qu'on proposait. Également arriver à vendre plus de MDD, donc on sait que les marques de distributeurs sont quand même une des grandes tendances parce qu'il y a des marges fortes. Dans la bijouterie, ça existe aussi puisque Lepage fait ses propres créations, donc c'était sur ces produits-là qu'ils ont souhaité qu'on travaille. Puis après, il y avait la notion de collecter des données qualifiées sur les clients. Donc là, c'est plus exactement sur des profils clients qu'on arrive à établir au travers du service qu'on propose. Mais ces données ne sont pas nominatives, comme je vous le disais précédemment. Donc sur la psycholinguistique, qu'est-ce que c'est? Globalement, la psycholinguistique, c'est comment je vais utiliser le sens des mots pour faire naître des émotions positives chez mon consommateur et l'inciter à aller à l'action. Si vous avez des enfants qui sont utilisateurs d'Instagram et qui passent leur vie dessus, c'est parce que justement les équipes de Facebook utilisent des techniques de psycholinguistique, de neuromarketing pour arriver à créer ce qu'on appelle le hook. C'est qu'est-ce qui va faire qu'on va créer une addiction dans le cerveau du prospect pour l'inciter à continuer ses actions. C'est un peu la même idée, mais on va le faire juste avec le sens des mots. Et concrètement, chez Webotit, on s'intéresse à 4 choses. Comment je génère une émotion dans le cerveau de la personne en face de moi? Comment je le rassure sur les éléments rationnels? Parce qu'acheter une bague à plus de 2000 €, il faut quand même être sûr de la qualité, qu'on va se faire livrer, que je vais pouvoir l'échanger si nécessaire, etc. Comment je vais réussir à piquer sa curiosité, puisqu'on sait que l'être humain est quelqu'un de curieux et que la curiosité nous fait aller de l'avant. Et également, à la fin, comment est-ce que je le fais passer à l'action? C'est pas le tout de lui avoir recommandé la meilleure bague pour satisfaire sa future femme, mais il faut aussi qu'il aille jusqu'à l'acheter. Donc là, c'est peut-être lui fournir des éléments de réassurance sur le paiement, proposer différentes modalités, etc. Donc une utilisation concrète. Donc on a besoin, pour faire des bonnes recommandations, il faut qu'on sache ce que la personne cherche. Donc on va arriver à comprendre ses besoins. Et quelles sont les contraintes? Des contraintes budgétaires, des contraintes de style et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est vraiment s'intéresser au client tout au long du tunnel qu'on lui propose. Et il faut également rendre son expérience la plus agréable possible. Et je vais vous donner un exemple de technique qu'on utilise. Donc jamais de négation dans les textes qu'on met. Et là, l'exemple, c'est à l'image de votre bijou, vous êtes une femme débordant de vie et de charme. Donc on va projeter la personne, on va la flatter un peu. On va lui demander, on peut également aller sur de l'invitation au voyage. Votre bijou resplendira de mille feux et ainsi de suite. On ne va pas lui parler de la pierre qui est associée au bijou, mais vraiment la mettre dans l'émotion et la projeter dans ce que pourrait être cet achat. Et enfin, bien sûr, donc, piquer sa curiosité. Donc les gammes Lepage ne sont pas forcément les plus connues dans ce qu'ils vendent. Et donc là, c'est justement arriver à les introduire, présenter leurs valeurs, comment c'est conçu, etc. pour inciter la personne à se diriger plutôt sur ces bijoux sur lesquels l'enseigne va plus marger que sur d'autres où bien entendu les marges peuvent être plus faibles. Et bien sans oublier la réassurance. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Romain. Non, je voulais juste préciser. Ah, pardon, excusez-moi. Je voulais juste préciser que voilà, je vois que les questions commencent à arriver, c'est parfait. Alors, on peut peut-être, maintenant qu'on a expliqué un petit peu ces mécanismes, encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, à les voir arriver directement à Louis Clément qui pourra répondre sur tout ce qui est psycholinguistique. Mais on peut peut-être faire un petit bilan là. Quand est-ce qu'on a commencé sur le terrain cette expérimentation? C'est un petit peu frais, mais on voulait quand même vous en parler dès aujourd'hui. On a commencé il y a un peu un mois, quasiment. Il y a un mois. Ouais. Donc, on a mis en place, c'est-à-dire que Lepage, la joaillerie Lepage a activé les modules, a mis en place le chatbot il y a à peu près un mois. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit topo sur l'état de l'expérimentation? Alors oui, ça me semble en effet pertinent qu'on en parle puisqu'on est là. Ce qu'on peut dire dessus, c'est qu'aujourd'hui, en termes de conversion, on est sur la moyenne du e-commerce, donc aux alentours de 2%. Cependant, la conversion, c'est quand la personne a mis sa carte. Nous, dans le parcours qu'on propose, on s'arrête au niveau de l'ajout au panier. Et là, ce qu'on voit sur l'ajout au panier, c'est qu'on est sur des stats qui sont pour l'instant supérieurs, avec 6% d'ajout, 6,5% de personnes qui vont ajouter les produits au panier suite à la recommandation. C'est supérieur à la moyenne chez Lepage aujourd'hui. Donc, c'est des chiffres qui sont hyper encourageants pour la suite. D'autant plus que je regardais juste avant qu'on commence et ces stats ont plutôt tendance à augmenter sur les derniers jours. Je pense que c'est aussi une question d'usage. Il nous faut plus de volumétrie peut-être. Et le Black Friday va bien aider puisqu'il y a un fort pic de trafic cette semaine.
Mais en tout cas, de notre côté, on est hyper enthousiaste sur ces premiers résultats et on pense qu'on peut aller encore plus loin. Donc aujourd'hui, au bout d'un mois, vous avez le même taux, enfin dès le départ en fait, c'est pas aujourd'hui un mois. Ouais, Dès le départ, jour 1, vous aviez le même taux de transformation que le site e-commerce classique de l'enseigne. c'est ça. Et en revanche, vos chiffres, ils s'améliorent de jour en jour. Exactement. Donc Voilà. a priori, on va faire beaucoup mieux qu'eux. Mais C'est pas mal. c'est l'objectif. Voilà. Et le commerçant est content de cette expérimentation puisqu'il la laisse en place avec la période de Black Friday et de soldes qui arrive. Voilà. Ouais, c'était un des gros sujets. Quand vous êtes e-commerçant, Black Friday, c'est un peu le forum CB pour les gens de carte bancaire. Il ne faut pas se rater. Et donc, du coup, c'est le fait qu'ils nous fassent confiance et qu'ils laissent l'expérimentation tourner pendant cette période à très fort enjeu et très encourageant. Et c'est qu'ils y croient aussi. Sinon, ils l'auraient coupé. Ah, donc, merci Louis Clément. Déjà, et pareil, tout à l'heure je l'ai un peu fait, mais revenir un peu sur l'expérimentation, c'est très important. La différence entre les startups qu'on a identifiées qui sont au rez-de-chaussée et les 2 ateliers qui sont à l'étage, c'est que vraiment il y a eu la démarche de convaincre une enseigne de tester. Et les gens qui sont dans la salle ou qui nous regardent savent que c'est bien de tester, mais c'est autre chose de déployer sur le terrain, de convaincre une enseigne de le faire. Et vraiment, je dois dire que sur l'année 2021 et malgré l'année 2020 un peu compliquée, les échanges qu'il y avait eu avec l'enseigne et Lepage ont fait que vous avez itéré sur d'autres services d'abord, au point où ils étaient contents des interactions qu'ils avaient avec vous pour que vous puissiez leur proposer, ça c'est assez intéressant en termes d'adoption d'innovation, au point où vous puissiez leur proposer des innovations sur leur parcours client et qu'ils les mettent en place. Voilà, même dans les moments où c'était compliqué techniquement, il n'y a jamais eu aucun problème, ça s'est toujours très bien passé avec les équipes, on les remercie d'ailleurs, et ça permet aujourd'hui de tester des expérimentations qui, elles, a vocation à rester en place si le commerçant en est content. Donc bravo. Alors on va passer aux questions-réponses. On en a 2, et puis après, moi, j'en aurai une autre. La première, c'est est-ce que cette méthode, donc l'utilisation des chatbots ou la psycholinguistique, appelle-la selon tes termes, peut être applicable à d'autres secteurs d'activité. Qu'est-ce qui va changer entre le secteur d'activité joaillerie, bijouterie et un autre secteur ? Alors, on a des cas d'usage dans le parfum où là, pour le coup, les résultats sont encore bien meilleurs. Dans des parfums haut de gamme, donc 300 € la bouteille de parfum en moyenne, chez cette marque, on a fait x5 sur leur conversion, x2 sur le panier moyen. Bon, alors certes, ils partaient de loin, donc c'est des résultats qui sont vraiment exceptionnels. Dans la joaillerie, à mon avis, ça va être peut-être un peu inférieur en termes d'impact parce que on est sur un achat de longue durée. Peut-être que la personne va avoir choisi le bijou sur Internet, mais l'avoir acheté en magasin, on va perdre le tracking, donc potentiellement des ventes qui vont nous échapper de nos statistiques. On travaille maintenant sur l'assurance, la vente d'assurance par ces techniques-là. Par exemple, est-ce que vous voulez une garantie accident de la vie, VS, que diriez-vous que je maintienne les revenus de votre foyer si jamais il vous arrivait quelque chose ? A priori, la deuxième façon de formuler les choses aura beaucoup plus de chances que la personne souscrive à l'option. Il y a plein de, la technique en elle-même est adaptée à tous les secteurs. Après, il faut trouver le bon cas d'usage. Il y a un vrai travail d'adaptation. Justement, tu parlais de langage adapté. Il y a vraiment un travail d'adaptation. Nous, on a revu tous les messages aussi un petit peu avec vous. On est sur le canal d'acquisition des clients. C'était quelque chose. Enfin voilà, c'est là où c'est du tailor-made presque. Donc derrière, c'est automatisé, mais en amont, il y a un travail sur chacun des rappels, chacune des relances ou chacun des accompagnements, des textes d'accompagnement. C'est ça. C'est très scalable par vertical métier. Néanmoins, il y a quand même un vrai travail de s'adapter à chaque entreprise et à chaque persona des clients de cette entreprise. Et aujourd'hui, si tu dis c'est l'assurance, un des secteurs les plus actifs. On a la chance d'avoir un grand assureur au logo bleu et rouge en tant que client qui nous a sollicité pour plus simplement faire des chatbots internes comme on faisait pour eux, mais également pour aller tester de nouvelles choses. Donc on a répondu présent et ça devrait sortir en 2022. Par exemple. Mais après, il y a d'autres secteurs. On a un test actuellement en cours chez Carrefour sur les machines à café expresso broyeurs qui sont une des grandes tendances des cadeaux de Noël 2021. Bref. On peut diversifier quoi. On peut diversifier. Ah, c'est bon. Moi j'avais une question avant de poser celle-ci. C'était, on parlait justement de la théorie de la neurolinguistique. Comment vous avez eu cette idée ? Comment ça arrive dans votre radar ? Comment vous êtes attelé à je ne sais pas si on peut appeler ça une science, mais à cette matière ? Comment vous vous êtes approprié le sujet ? Alors ça a commencé par le recrutement d'une Québécoise qui était en France et qui avait postulé chez nous et qui se trouvait avoir un doctorat
en linguistique informatique et en psycholinguistique, donc ça a été une bonne aide. Concrètement, elle s'est appuyée sur des recherches universitaires principalement américaines. Harvard et Stanford sont très présents sur ces domaines. Après, il fallait adapter ça au français, puisque le français est une langue complexe, donc on a un peu tâtonné, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de littérature scientifique dessus, bien que le CNRS produise un peu. Et c'est surtout de l'expérimentation. On va écrire des textes qui nous semblent bien, on les teste au réel, on regarde là où les gens s'arrêtent. Si on constate qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à un endroit, on essaie de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est la formulation qui n'est pas la bonne? Est-ce que c'est le texte qui n'est pas clair? Il faut savoir, une notion peut-être à garder en sortant d'ici, c'est qu'il faut réduire au maximum l'effort cognitif fait par la personne en face de vous. Que ce soit dans la vie réelle ou sur le web, mais plus on va demander à la personne de faire un effort, plus il y a de chances qu'elle s'arrête. Donc dans les textes qu'on va utiliser, il faut qu'ils soient suffisamment évocateurs pour non seulement la projeter et générer des émotions, mais aussi qu'elle comprenne tout de suite de quoi il s'agit, qu'on ne lui demande pas de faire trop d'efforts. Donc ça, c'était un des sujets, c'est beaucoup d'itérations, et on a pu faire ça ensemble d'ailleurs. Oui, on avait déjà commencé par un cas d'usage don à l'époque, donc pareil, il faut être... Voilà, on va directement au but, et les associations demandaient à ce qu'on aille vraiment directement au but. C'était très important. Alors j'ai une question qui va ouvrir le débat pour finir, et qui est assez rigolote, mais je pense que derrière il faut aussi penser au cas d'usage, à la suite. Qu'est-ce que tu vois après? On a une question qui est, je cite, travaillez-vous sur une déclinaison adaptation pour le métaverse du e-commerce? J'aimerais bien. On va attendre que le métaverse sorte. J'ai toujours eu la vision de dire aujourd'hui on fait du chatbot, donc c'est du conversationnel, c'est de l'écrit. Si demain il faut qu'on soit présent sur des lunettes à réalité augmentée ou des casques de VR. Peut-être rappeler que le métaverse, c'est ce que Mark Zuckerberg essaye de mettre en place avec de la réalité virtuelle. Si vous avez entendu parler de Second Life dans les années 2000, c'est globalement ça, mais en 3D et partout. Et donc du coup, l'idée, ou en tout cas notre métier, c'est de faire du service, donc c'est s'adapter aux attentes de nos clients. Donc si leurs clients vont sur le métaverse, on s'y adaptera également. Mais également, c'est proposer des expériences qui apportent du sens aux consommateurs. Et je pense à titre personnel que plus vous simplifiez la vie des gens, plus ils vont acheter chez vous. Et donc si demain ça passe par le métaverse, allons-y. Ok, et ma dernière question, ça serait demain justement... Voilà, les chiffres du Covid remontent, ils vont descendre, tout ça va s'installer ou revenir par vagues successives. Comment tu vois les prochaines itérations de cette technologie, même pour les commerçants qui veulent utiliser cette technologie, demain, en commerce hybride par exemple, est-ce que tu vois des choses qui peuvent être faites? Tu parlais tout à l'heure en magasin aussi. Là, on est sur un cas d'usage e-commerce pur aujourd'hui. On avait déjà travaillé sur le paiement. Là, on a travaillé sur l'augmentation du taux de transformation qui peut être lié au paiement. Ce qui est formidable, c'est que tout ça, c'est modulable. Le commerçant peut dire je renforce mon site internet par un canal à côté. Je fais mon personnel shopper, il est 24/24, moi je vais me coucher. Mais on peut aussi faire des choses en commerce hybride. Et comment tu vois ça? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, en gros, maintenant avec la technologie? Alors, un cas d'usage, si vous êtes sur un site, admettons, je vous ai proposé une recommandation, je vous propose des bagues à 2-3 000 euros, vous n'êtes pas prêt à acheter tout de suite. Par contre, je pourrais peut-être vous dire, est-ce que vous voulez prendre un rendez-vous pour venir les voir en boutique? Ou alors, est-ce que je vous propose une visio maintenant avec un de mes téléconseillers? Ça, c'est des choses qu'on fait déjà et qui marchent plutôt très bien. Dans des cas de commerce hybride, ça peut être je suis en magasin, tous les vendeurs sont occupés parce que c'est le rush des fêtes de Noël. Je vais obtenir un premier conseil en scannant une puce NFC ou un QR code donc sur mon smartphone. On sait dans quel rayon de quel magasin on se trouve, donc on va vous conseiller des produits par rapport au stock disponible dans le point de vente où vous vous trouvez. Et là, peut-être que vous avez besoin quand même de parler à un humain pour être rassuré. On peut vous rentrer dans une file d'attente virtuelle et lorsque le vendeur est disponible, il vient vous voir. Donc encore une fois, on vous simplifie au maximum la vie. Et dernier cas d'usage auquel je crois à titre personnel beaucoup, c'est de permettre aux commerçants de commercialiser leurs offres de produits et de services sur les plateformes de messagerie. Donc demain, peut-être que vous achèterez des cadeaux sur WhatsApp, vous enverrez des messages à Instagram sur une marque pour réserver une robe pour votre fille ou que sais-je. On commence déjà à avoir des commerçants qui n'ont plus des enseignes qui n'ont plus de site e-commerce, mais ont seulement une présence Instagram. Et s'il y a un des produits qui nous plaît, on leur écrit sur WhatsApp. Ouais. C'est pas forcément en France, mais on commence à le voir. Donc oui, c'est des cas d'usage qui vont arriver. Et d'ailleurs, au lab, avec notamment les travaux qu'on fait avec les étudiants, un des premiers concepts qui est sorti, c'était l'achat de groupes sur WhatsApp.
liées à une enseigne, des choses que Joe peut faire par ailleurs, du parsing de listes de courses. Écoute, c'est hyper intéressant. Moi, je pourrais en parler très longtemps, on va arrêter là. Mais ça rejoint aussi ce que tu as dit à la fin. Ça rejoint aussi, pendant le Covid, on a eu, notamment, on les a référencés sur le site qu'on a lancé. Il y a plein de solutions de start-up qui ont été faites pour gérer la file d'attente pour les coiffeurs, pour les petits commerçants. Il y a eu gérer ma logistique, mes rendez-vous. Et tout ça, demain, en fait, ce qui est intéressant, ou en tout cas une tendance de fond, c'est qu'avant, tout ça, c'était réservé aux gros commerçants. Oui. Et aujourd'hui, maintenant, même un petit e-commerçant ou un petit commerçant, entre guillemets, hein, sans être péjoratif, c'est-à-dire de taille plus modérée, peut avoir accès à du chatbot sur étagère. Il y a plusieurs fournisseurs qui peut demain corréler avec ma gestion de file d'attente, gestion de prise des rendez-vous, gestion de livraison, gestion des stocks, etc. etc. Donc demain, l'interconnexion de tout ça, c'est faisable? Je pense que oui, surtout si on regarde ce qui se passe entre les startups, on essaye tous, sans se concerter forcément, d'être le plus plug and play possible. Moi, quand je vais voir des enseignes, ils me demandent comment est-ce que vous savez vous intégrer. Je leur réponds toujours que c'est le problème, c'est pas nous, mais c'est plutôt eux. C'est-à-dire, donnez-nous des tuyaux et on saura s'y brancher dessus. Et j'ai l'impression que toutes les startups ont un peu cette démarche. Phoebe, qui était avant, a aussi dû faire différents connecteurs, différents modules pour que tout fonctionne. Et c'est quelque chose qui est très présent, à mon sens, dans le monde de l'entrepreneuriat, de se dire, je dois pouvoir me brancher n'importe où et simplifier au maximum la vie de mon client, qu'il soit B2B ou B2C, pour que les projets sortent en temps et en heure. Donc 2022, que des API. On est déjà full API maintenant. Enfin. Et que des API partout, comme ça, on peut connecter toutes les valeurs ensemble. Il est un peu résolu le temps des canaux qu'on met en place exprès pour un client. Demain, d'avoir des API qui me permettent d'être débranché du jour au lendemain, me permettent en fait de gagner des clients. C'est ça? C'est ça, c'est toujours le risque. Si vous êtes facile à mettre, vous êtes facile à enlever. Mais après, à nous de créer de la valeur pour qu'ils veulent nous garder. Bon, je crois que c'est le mot de la fin, sauf si vous envoyez d'autres questions, mais là maintenant j'en vois pas d'autres. Donc merci beaucoup à tous. C'est la fin de ce deuxième atelier. Pareil, comme pour Phoebe, avec Webotit, vous pouvez tester la solution en scannant le QR code. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter Léo Clément. L'atelier est également en face de la sortie de la salle et on reste à votre disposition pour toutes les questions ou si vous voulez utiliser d'autres innovations avec Webotit et pourquoi pas nous, on verra. Merci beaucoup à tous. Merci Romain pour l'invitation.